Il y a un chat aussi. Quand est-ce que je commence? De toute façon, là, t'es pas. Faut attendre que Lickel vienne en. Là, tu vois, il y a encore le visuel. Allez, là, ça commence. Alors, on est à l'écran. C'est bon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire introductif du MOOC sur les mobilités urbaines en Afrique. Alors, je suis Jean-Jacques Éluin, délégué général de la CODATU. CODATU est une association qui fête ses 40 ans cette année, qui a été fondée à Dakar en 1980. Au début, ça voulait dire Conférence de Dakar sur les transports urbains. Maintenant, c'est Coopération pour l'amélioration et le développement des transports urbains. Et cette association a été fondée sur une idée qui est toujours aussi pertinente 40 ans après, qu'il fallait développer les échanges d'expériences entre les villes du Nord et les villes du Sud, entre les techniciens, les décideurs et les chercheurs. Alors, depuis 1980, CODATU continue d'organiser des conférences et je peux vous annoncer en avant-première que la prochaine conférence aura lieu finalement du 13 au 15 septembre 2021 à Dakar. On l'a reporté à cause du Covid. Donc, CODATU continue ses conférences, mais réalise aussi maintenant des guides et des manuels, comme récemment le guide sur l'acquisition et l'exploitation de bus en Afrique. Vous pouvez consulter sur notre site web. CODATU réalise des assistances techniques sur le terrain et plus récemment des projets pilotes pour faire des démonstrations locales d'amélioration de la mobilité. Alors, avant de commencer le débat, pourquoi ce MOOC initié par CODATU et ses partenaires principaux, l'AFD, l'Université Senghor? Eh bien, parce que depuis 5 ans, CODATU a essayé de répondre avec des partenaires locaux à un besoin de plus en plus criant dans certains pays en matière de formation dans le domaine de la gestion de la mobilité urbaine. Donc, avec l'Université Senghor et des partenaires locaux, nous avons contribué à créer en Afrique des formations de niveau master. Il y a le master de Lomé avec l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Et il y a le master de Rabat, côté Maroc, avec l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme. Au Togo, c'est une formation qui concerne donc l'Afrique de l'Ouest. Mais ces masters ne sont pas suffisants, évidemment, pour répondre aux vastes besoins. Nous avons aussi développé, nous sommes encore en train de faire des formations de courte durée, diverses, on pourra parler plus tard. Et puis, il y a ce MOOC qui a une vocation notamment à intéresser les décideurs de la mobilité. Et on discutera de leurs besoins éventuellement spécifiques dans ce domaine.
Alors, dans ce MOOC, c'est un grand nombre d'experts qui vont intervenir. Ce ne sont pas juste les 5 responsables pédagogiques qui sont affichés sur le site web. Et ce que je voulais dire qui est important, c'est qu'il est encore temps de vous inscrire à ce MOOC. La deadline, c'est le 27 septembre. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à le faire. Le schéma d'ensemble, ça va être un fonctionnement par semaine, avec pour chaque semaine des ressources vidéo, un quiz, une synthèse en motion design et une synthèse en PDF. Alors, pour ceux qui veulent passer des tests et avoir une attestation de suivi à la fin qui sera délivrée par l'Université Senghor, sachez qu'il faut avoir 60% de réussite chaque semaine au quiz. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et qui veulent obtenir une certification qui donne 2 crédits ECTS, eh bien, il y a un petit examen à la fin qui aura lieu le 14 novembre. Alors, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de cette session, que ce soit sur le MOOC lui-même ou sur le débat que nous allons avoir sur les enjeux de la formation en matière de mobilité urbaine en Afrique. Ces questions seront traitées au fur et à mesure. Donc, allez-y dès maintenant si vous avez des questions, pour éviter que tout ça se regroupe tout à la fin. Alors, je voudrais présenter les 2 intervenants que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui. Tout d'abord, Jérôme Chenal, qui est très connu, et que, normalement, je n'ai pas la peine de présenter, mais quand même, je vais dire quelques mots, et il précisera tout à l'heure. Jérôme Chenal, qui est donc architecte et urbaniste, spécialiste des villes africaines et notamment directeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne du programme Excellence in Africa, dont il parlera tout à l'heure. Et puis nous devions avoir Jean-Pierre Elongbassi, secrétaire général de CGLU Afrique, qui malheureusement a un problème de dernière minute et qui ne va pas pouvoir nous rejoindre. Alors nous avons pu le remplacer donc à la dernière minute par Michel Kindano, qui est secrétaire général du ministère des Transports au Togo, mais également est un des fondateurs du master mobilité urbaine à l'EAMO, à Lomé, qui enseigne dans ce master, et qui a aussi une casquette extrêmement intéressante, une 3e casquette, qui est celle de directeur général de la Sotral, qui est la société qui exploite le lutte à Lomé. Alors, il est en train d'essayer de nous rejoindre, et j'espère que ça ne va pas tarder. Donc, encore une fois, les excuses de Jean-Pierre Elongbassi et Michel Quintano, qui va le remplacer. Alors, je vais lancer d'abord quelques questions générales à nos intervenants. Et puis ensuite, on se focalisera sur quelques questions spécifiques. Alors, Jérôme, comme tu es déjà là, j'aurais voulu lancer une question un peu de fond, en réalité, pour commencer le débat. Et la suivante, comment expliquer un paradoxe apparent, en tout cas du point de vue de Colatu, qui est que les problèmes de mobilité urbaine deviennent considérables en Afrique, avec évidemment l'urbanisation du continent, qui est un phénomène maintenant bien documenté, et avec des prévisions démographiques de l'urbanisation bien connues et diffusées. Donc, les problèmes de mobilité deviennent considérables, et en même temps, on a l'impression que les pouvoirs publics qui consacrent en général peu de moyens et peu d'intérêt. Je dis en général parce qu'évidemment, ça dépend quand même des endroits qu'on pourrait analyser en détail. Est-ce que c'est une fausse impression? Est-ce que le sujet n'est pas perçu comme vraiment stratégique? Est-ce qu'il est noyé au sein du vaste sujet du développement urbain que toi, tu as l'habitude de traiter par ailleurs? Ou est-ce que c'est la relative nouveauté de ce sujet, la mobilité urbaine en Afrique, et qu'on n'a pas justement les ressources humaines pour l'instant pour s'y attaquer réellement, qui justifierait de réaliser de manière à marche forcée, je dirais, des formations et de renforcement de capacité auprès des décideurs, des techniciens et des élus des collectivités locales. Alors, Jérôme, est-ce que tu peux donner ton sentiment sur cette première phase de question? Pour moi, il y a plusieurs éléments de réponse, et je pense que dans les hypothèses que tu fais, il y en a quelques-unes qui sont justes. C'est d'abord relativement nouveau. Donc, on sait qu'il y a des cycles comme ça pour faire des formations, on claque des doigts et on
forment des ingénieurs de transport. Ça demande une maturation, ça demande de prendre les choses relativement tôt. On a une explosion urbaine, mais qui n'est pas nouvelle. Hein. Ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'on parle de crise urbaine en Afrique. Par contre, ce qui est relativement nouveau, c'est qu'on fasse le focus sur les villes. Et c'est récent. Hein. On a beaucoup fait le développement je dirais des territoires ruraux plus qu'urbains et un peu partout, la ville est toujours restée finalement le parent pauvre jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a une large partie du PIB qui était produit dans les villes. Et donc, c'est relativement nouveau de voir la ville comme un instrument économique et donc de voir que cette ville comme un instrument économique doit être efficace pour que ça fonctionne. Et l'efficacité, elle doit être au niveau des mobilités, mais il y a d'autres secteurs d'activité aussi. Et donc, on commence à se rendre compte petit à petit. Mais sauf que le temps de réaction des autorités à ce niveau-là est beaucoup plus lent que le besoin urgent de faire ce genre de choses et de former des futurs praticiens dans le domaine des mobilités, mais globalement dans le domaine des études urbaines. Et donc, on a une accélération d'un côté avec une accélération de la population, une accélération de cette urbanisation et une lenteur quand même parce que on sait que les systèmes d'éducation sont extrêmement lents à imaginer de nouvelles choses, ils sont lents à produire de nouveaux types de formations. Et donc ça veut dire qu'au quotidien, ce gap s'agrandit et je dirais que dans les prochaines années, ça va continuer parce que pour l'instant, il n'y a pas de signe qui nous ferait penser qu'on va réussir à combler ces choses-là. Et donc, les villes vont continuer à grandir extrêmement vite et on aura des gros défis dans tous les domaines urbains, que ce soit la mobilité, l'environnement, la santé, dans les prochaines années. Et donc, des gros défis de formation parce que, in fine, c'est quand même grâce à la formation qu'on arrivera à finalement adresser tous ces problèmes urbains. Merci Jérôme. Alors, est-ce que Michel, tu as pu nous rejoindre? Est-ce que tu as des éléments de réflexion sur cette question? Essayer de comprendre pourquoi est-ce que les pouvoirs publics aujourd'hui en Afrique semblent consacrer peu d'efforts à cette question de plus en plus cruciale de la mobilité urbaine. Oui, j'ai réussi finalement à me connecter, à me joindre à vous. Je pense que par rapport en complément de ce qu'a dit Jérôme, il y a quand même une sorte de constat sur l'historique à faire, sur les formations que nos pays ont mises en place à la veille des indépendances. On manquait cruellement de médecins, on manquait d'administrateurs, d'ingénieurs, et puis même sur la dimension transport, vous allez vous rendre compte qu'on a formé d'abord des urbanistes avant de se rendre compte que dans nos universités, malheureusement, il n'y a pas de faculté dédiée à la matière transport intrinsèquement. D'ailleurs, même sous d'autres cieux aussi, le constat est un peu fait, mais c'est moins criard. De ce fait, dans la vie de tous les jours, les gens se déplacent, on le voit, on l'observe, on le sait, mais de cela à faire de cette matière une vraie science dans nos universités, il y a le fait historique qui a fait que le transport n'a pas été intégré vite. Il a fallu les années 80, la fin des années 80 pour constater que c'est en département de géographie qu'on a les premières spécialisations sur la matière transport, ce sont des embryons. Et puis, parallèlement à ça, la ville n'a pas attendu, les déplacements, la mobilité n'ont pas entendu. De ce fait, on paie aujourd'hui un peu le retard pris dans l'allumage sur la formation des hauts cadres africains sur la matière transport. Ça, c'est une première hypothèse de réponse. Michel, si tu peux parler un peu plus fort ou un peu plus près du micro, ça serait parfait. C'est déjà pas mal, mais ça serait parfait. D'accord. Donc, je disais que c'est un premier point de tentative d'explication.
Donc, la seconde tentative d'explication qui me vient à l'esprit, c'est quand même que longtemps, on a pensé qu'il fallait avoir un véhicule et puis le déplacement était l'étape suivante. L'homme dispose de jambes, il marche. D'ailleurs, même, il a fallu un peu de temps pour qu'on explique que, attention, la marche à pied est un moyen de déplacement. Donc, voilà un peu comment les choses se sont faites. Et puis, c'était une matière constatée. Quand vous voyez un peu aujourd'hui au niveau de nos pays, vous avez des gens qui ont fait carrière dans les transports, qui se sont enrichis dans les transports, qui ont bâti des mini-empires et sociétés dans les transports, mais à 80%, le patriarche n'a pas fait d'études de transport ou des fois, dans certains cas, pour ne pas être caricatural, est même illettré. Et on pensait que de ce fait, c'est le faire que la planification, l'étude de cette matière qui imprimait le tempo. Bon, là, avec le recul, on s'est quand même rendu compte qu'il ne suffit plus de disposer d'un véhicule et de charger ce dernier et de faire du transport d'une origine à une destination, et que la matière, dans son développement, crée des externalités puisqu'on a laissé faire, entre guillemets, et que les externalités étaient de plus en plus prégnantes et impactaient négativement la qualité de vie. Et puis, les premiers cadres ont commencé par donner le haut là, et là, on s'est rendu compte que c'est une vraie matière à planifier, à étudier, et que tout devait être pensé comme le font les premiers médecins formés, les ingénieurs dans leurs diverses matières. Voilà un peu les deux points d'explication qui me viennent à l'esprit. Merci Michel. Alors, pour suivre l'idée, il me semble qu'il serait utile d'avoir vos points de vue sur les besoins en formation dans ces domaines de la mobilité urbaine, tant au niveau des gouvernements locaux que au niveau décentralisé ou nationalisé, et pour quel type de poste, quelles sont ou pourraient être les institutions pertinentes pour dispenser ces formations. Peut-être que Jérôme pourrait commencer d'ailleurs en nous donnant des précisions sur ce que lui-même réalise comme type de formation actuellement. Nous, ce qu'on réalise, c'est surtout de la formation, je dirais, à l'EPFL en Suisse, de la formation pour les bachelors, masters et doctorants ou docteurs, et puis aussi la formation continue. Donc, on a toute la palette de formation à disposition. C'est important. Pourquoi ? Parce que c'est important qu'on puisse former aussi les gens qui sortent des grandes écoles tout au long de leur vie et qu'on continue à les former quand ils ont 10 ans d'expérience, 15 ans, 20 ans d'expérience, car il faut renouveler aussi les méthodes et les pratiques, et c'est important. Donc cette question de la formation continue, elle est de plus en plus prégnante et de plus en plus intéressante. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de former que des ingénieurs qui ont des diplômes d'ingénieurs. On a besoin de techniciens aussi, on a besoin finalement de toutes les catégories quand on parle de gestion urbaine. Et moi je dirais, il faut qu'on soit au bon niveau à chaque fois. Donc, si on ne forme que des ingénieurs, on ne va pas y arriver parce qu'on va répondre à rien du tout. Et au contraire, si on ne forme que des techniciens, il va manquer aussi des profils. Donc je pense que c'est important qu'on puisse former, je dirais, tous les types de besoins, ça c'est extrêmement important. Et puis on a finalement toujours cette dualité entre une formation continue qui serait professionnalisante et une formation plus de base qui passerait par les universités. Moi je réfute totalement cette dualité. Je pense que c'est dans un même parcours, il faut juste savoir effectivement qui on veut former et comment, et c'est extrêmement important de ne pas former que l'un ou que l'autre. Si on part que sur la formation continue, c'est très bien parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont un besoin de mise à jour par rapport aux grands défis urbains et aux grands défis de la mobilité. Donc ça, il faut les former tout de suite. Là, il manque, je dirais,
des milliers, voire des dizaines de milliers de spécialistes sur l'ensemble du continent africain. Donc, il y a pourquoi attendre. D'un autre côté, si on ne fait que de la formation continue et qu'on ne s'attaque pas non plus à la formation de base où on va former finalement, mon collègue parlait du département de géographie, effectivement, c'était rattaché. Après, il y a des écoles qui font du génie urbain où on a rattaché, ou de génie civil a aussi tout un pan sur les questions de transport. Donc, ça dépend finalement la culture du pays. Mais c'est important à la fois et en même temps de former en formation continue et en formation de base des gens sur les questions urbaines et surtout les questions de mobilité. Si on va l'un après l'autre, on l'a dit tout à l'heure, il y a une accélération quand même et le potentiel, ou disons les courbes de population vont vers en gros un doublement de la population dans les 20 prochaines années. Donc si on fait rien, on va continuer à multiplier les problèmes qu'on a déjà aujourd'hui. Donc on est obligé à la fois de travailler avec les ingénieurs, avec les techniciens, avec la formation continue et avec la formation de base si je fais un tableau croisé. Et donc, on ne doit pas juste s'arrêter à une manière de faire, mais plutôt miser sur la diversité des formations. Et ça, c'est important. Le but n'est pas d'avoir une seule formation pour tous, mais de promouvoir la diversité. C'est ça qui fait jaillir aussi l'innovation à un moment donné. Et c'est ça qui permet de mettre en concurrence certaines formations et parfois certaines filières. Mais avant de parler de concurrence, je pense qu'il y a un besoin tellement important aujourd'hui de rattrapage pour mettre les choses à niveau qu'on a encore quelques bonnes années devant nous et il faut encourager les universités à se lancer dans ce type de formation. C'est important. Et je pense que le travail que fait Codatu va dans ce sens-là aussi, et ça c'est important, c'est qu'il faut faire un peu de prosélytisme pour la mobilité urbaine et pour la formation en mobilité urbaine pour que petit à petit ça entre dans les esprits des gens qui ont les possibilités de créer ces filières parce qu'il manque des filières spécifiques sur ces questions-là. Alors, il y a notamment une autre dualité qu'il serait bien d'essayer de dépasser en Afrique, que l'on connaît bien dans les villes du Nord, c'est celle entre les ingénieurs transport et les urbanistes ou les paysagistes ou les architectes. Et toutes ces questions classiques de l'intégration entre les transports, les déplacements et l'urbanisme et la planification de l'usage des sols. Ce sont des sujets qui seront abordés dans certains modules du MOOC. Alors, Michel, quel serait ton point de vue sur cette question des besoins en formation ? Les besoins en formation, d'abord, quel type de formation ? Je pense que mon collègue Chenal l'a bien dit, hein. Aujourd'hui, la formation continue, plutôt dédiée à tous ces agents de maîtrise, à ces cadres, dont le métier premier n'était pas de s'occuper de la mobilité. Quand vous voyez dans nos ministères, dans nos collectivités locales, dans nos associations, beaucoup ont commencé ailleurs et puis c'est suite à une mutation ou suite à un certificat qu'ils ont aimé la matière et se sont retrouvés à piloter des projets ou bien même pour certains des politiques en matière de transport de mobilité. Alors pour ceux-là qui sont déjà sur le terrain, qui ont déjà fait une première formation de longue durée, on peut leur offrir des formations continues, professionnalisantes, de courte durée, pourquoi pas. Pour certains, s'ils en ont le temps, aller faire vers une vraie formation beaucoup plus longue. Mais pour ceux-là, je dirais formation continue, professionnalisante de courte durée, type certificat, ou quelqu'un qui a fait déjà une première formation. Pour les autres qui viennent d'avoir le bac et qui veulent, dans le monde académique, s'approprier les différents concepts en matière de transport et mobilité, là, c'est une formation longue durée académique, mais là aussi, et ça se fait de plus en plus mieux dans nos universités, c'est que, étant donné que c'est un domaine dans lequel le savoir-faire compte beaucoup, il va falloir allier aussi bien la maîtrise et la réalisation pratique sur le terrain au cadre théorique.
C'est ce que nous demandons aux universités qui offrent des formations en matière de transport et de mobilité. Et ces universités l'ont bien compris, ils le font bien, ils associent le monde professionnel à la formation académique, de sorte que les séjours des apprenants dans les entreprises de transport, dans les structures de transport se fait de plus en plus. Il y a une passerelle, il y a une sorte d'imbrication et de partage des savoir-faire. Voilà au niveau des types de formation. Maintenant, dans la pratique, quelles sont les formations qui nous manquent? Bon, je l'avais dit tantôt, au niveau des ingénieurs en génie civil, on en a plutôt un bon nombre. Et quand vous parcourez nos routes, nos rues, on se rend compte qu'il y a quand même au niveau de l'essentiel une certaine maîtrise. Mais là où le bas blesse, c'est cette dimension transport de surface qui manque à nos ingénieurs, qui ont parfois la tête dans le guidon, et ce n'est pas de leur faute. Et les aspects connaissent tout ce qui concerne la signalisation routière. Il y a encore des défauts. Tout ce qui concerne l'intermodalité. On fait de grandes routes, on a oublié l'articulation et l'interconnexion entre plusieurs modes. C'est une fois que l'infrastructure est réalisée qu'on se rend compte que on a oublié une certaine dimension. La signalisation routière, là aussi le bas blesse beaucoup. Les limitations de vitesse, les panneaux, les traversées piétonnes sécurisées, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Le marcheur à pied, la marche à pied, parfois complètement oublié. Et aujourd'hui, nous avons besoin de former des gens pour identifier les demandes de déplacement, mais aussi pour planifier l'offre de déplacement. Donc, pour tous ces domaines connaissent, qui viennent se reposer sur ce que font les ingénieurs, sur les routes et sur nos chemins de fer, etc., il y a quand même un grand vide, entre guillemets, aussi bien en cadre, en agent d'exécution, en agent de maîtrise et en cadre capable de planifier. Voilà un peu les différents domaines dans lesquels il va falloir former, puisque aujourd'hui nous faisons un peu de rattrapage. Les ingénieurs sont bien ouverts pour s'approprier tout ce dont on parle. D'ailleurs, même quand vous leur expliquez que ils ont mal positionné les feux tricolores par rapport au passage piéton et que si on avait fait l'inverse, ce serait plus efficace, ils sont très surpris parce que au départ, ce n'est pas leur cœur de métier. Voilà comment moi je vois un peu les choses et que dans ces différents domaines, on pourrait former. Maintenant, il y a tout le reste, les innovations, l'articulation, transport, mobilité, l'environnement. Bon, là, on peut laisser quelques personnes, quelques étudiants approfondir ces sujets en formation longue. Mais sur ce dont on a besoin dans l'immédiat et qui compte, c'est quand même des gens qui sont capables d'identifier les demandes de déplacement, de formaliser, de décliner l'offre, de penser à la signalisation routière, d'avoir des propositions fortes en matière d'intermodalité, parce que les espaces sont rares. Une fois qu'on a oublié tous ces aspects qu'on est et qu'on fait la route 2 fois 3 voies, derrière, vous n'avez plus beaucoup d'espace pour créer les parkings et pour créer les aires d'intermodalité entre piétons, bus, motos et autres, etc., etc. Et puis, qu'il alors des rues piétonnes autour des grands pôles, générateurs de trafic au centre-ville. Là, ce sont des problématiques que nous devons introduire dans le débat parce que jusqu'à présent, on n'y pense pas beaucoup. Voilà un peu, si je peux me permettre, pour faire court, les exemples qui me viennent à l'esprit.
Jean-Jacques, je ne t'entends pas. J'ai l'impression que tu as fermé ton micro. Pardon. Oui, donc je disais qu'on a deux questions sur Facebook. Monsieur Assaoui qui nous dit qu'une construction en Afrique aujourd'hui, c'est un problème de mobilité de demain. Est-ce qu'il n'est pas temps de se concentrer sur la thématique mobilité et urbanisme? C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est un sujet qui sera amplement développé dans la séquence 3, que vous aurez en 3e semaine, avec des interventions notamment de Patrice Berger, qui est issu de l'agence d'urbanisme du Grand Lyon. On a la question de Monsieur Bonnier. Est-ce que ce sont seulement les villes d'Afrique de l'Ouest qui sont abordées dans ce MOOC? Et eh bien, la réponse est non, pas seulement. Ce sont principalement les villes où des expertises de Codatu et de ses partenaires sont présents. Il y en a beaucoup en Afrique de l'Ouest, certes, mais on utilisera aussi largement des exemples à Lagos, à Addis Abeba ou Niamey, par exemple. On a, j'en profite, une 3e question, Antoine Sora, qui nous dit « Quelle place accorde-t-on au mode doux, vélo, marche, etc. dans le MOOC ?» Alors, je dirais que ce n'est pas l'objet central, mais ce sont plutôt les enjeux de mobilité et les différentes dimensions à prendre en compte quand on veut mettre en place un projet de transport. Alors, peut-être que sur ces 3 questions, rapidement, Jérôme ou Michel veulent compléter les éléments. Non, je pense que tout a été dit. Effectivement, il faut voir ça. Il y a des exemples spécifiques qui sont donnés dans le MOOC et qui ont parfois un caractère un peu plus général. Donc, on a toujours une possibilité de remonter en généralité à partir d'un certain nombre de cas, notamment tu citais Lagos ou d'autres cas où Codatu a été extrêmement présent. Donc, je pense que effectivement, il y a pour moi une spécificité des villes africaines et sans doute d'Afrique subsaharienne, mais je pense qu'il y a aussi des points de ressemblance très grands. Et donc, effectivement, sans doute que les quelques exemples peuvent s'appliquer un peu plus vastement que dans la ville où ils ont été produits. On a une question supplémentaire qui nous vient de Madagascar, Madame Raboudou Malal, qui nous dit finalement, je suis curieuse, mais dans une première approche, qu'est-ce qui manque dans la pratique qui justifierait les formations? Est-ce que ce sont des planificateurs de la mobilité? Est-ce que ce sont des gestionnaires des transports, des ingénieurs? Est-ce que c'est les nouvelles technologies qui doivent être la priorité, les données, avoir des visions, avoir des moyens? Michel et Jérôme, quel est votre point de vue là-dessus? Il faut, pour moi, un peu de tout. Il faut un peu de tout. Je prends des exemples de certaines villes où nous avons des stades. Nous aimons beaucoup le football dans nos villes. Nous avons des stades. Quand le projet de la construction d'un stade de foot germe, on parle de 30 000 places, 50 000, 80 000, on a aujourd'hui dans certaines villes des stades de 100 000 places. Rapidement, on considère que c'est une très bonne nouvelle. On signe les protocoles d'accord et de financement. Souvent, ce sont nos partenaires techniques extérieurs financiers et qui exécutent aussi, et techniques, les Chinois par exemple, qui arrivent, on trouve un terrain et rapidement on se met à construire ce stade. Et nous sommes très contents. Mais à la fin, si les techniciens de transport n'ont pas mesuré l'accessibilité à ce stade, vous verrez bien qu'on a parfois des stades dans nos pays qui sont desservis par une seule voie bitumée. Une seule voie bitumée, tout spécialiste en transport vous dira que cette accessibilité n'est pas bonne. C'est un futur mouroir entre guillemets quand à 1 heure d'un match important, tout le monde va converger vers le stade et puis à la fin du match, ils vont effectuer des déplacements de diffusion, ils vont quitter le stade pour rentrer chez eux. Comment vous gérez cet entonnoir? Donc je réponds en partie à la question de madame. Nous avons besoin d'ingénieurs pour valider le plan de nos partenaires extérieurs. Nous avons besoin d'experts en transport
pour dire non, l'accessibilité n'est pas bonne. Ce qui vaut pour ce stade vaut pour les hôpitaux, vaut pour les universités, les lycées, les centres d'affaires, etc. L'innovation viendra s'ajouter là-dessus. S'il faut des caméras, s'il faut une meilleure régulation, etc., etc., ben, ça vient dessus. Voilà, donc c'est un ensemble. C'est pourquoi nous, le défi, ce n'est pas de transformer les ingénieurs en experts transport coûte que coûte. Si quelqu'un suit son itinéraire de vie professionnelle, a la chance, il est ingénieur génie civil, de faire une formation diplômante de courte durée en transport, c'est très bien. Mais c'est d'avoir au niveau de ces centres de décision un œil, un regard avisé d'un expert en transport, d'un cadre, d'un agent de maîtrise en transport qui saura mener la réflexion pour dire attention, je donne l'alerte, là il y a potentiellement quelque chose à mieux faire pour gagner en efficacité demain. Parce que demain, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens vont finir de suivre un grand match, vont se piétiner et vont mourir, nous allons dire, ah, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Il a bien donné, Dieu, le bon Dieu, mais il n'a pas voulu reprendre de sitôt. Depuis la construction de ce stade, il aurait fallu mener mieux les réflexions pour qu'il ne reprenne pas sitôt. L'accident était programmé depuis la construction du stade parce qu'on n'a pas vérifié les aspects connexes. Pour nous, c'est 100 000 places, c'est tout ce que tout le monde voit. D'ailleurs, c'est ce que tous les journalistes relaient. Mais quelles sont les voies d'accès au stade? Quelles sont les voies pour y sortir? Si c'est un marché, pareil, on va dire 100 unités commerciales, c'est beau. Mais comment on y va? Comment on y part? Voilà un peu ce que j'aimerais partager avec... Merci Michel. Je pense que l'exemple du stade de foot sera parlant à Madagascar, à condition de le transformer en stade de rugby. Et peut-être que Jérôme, tu as aussi des idées là-dessus. Non, mais je pense que je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est la diversité qui fait, il ne faut pas former que des techniciens en sécurité et après que d'autres ingénieurs en système de mobilité douce. Je pense qu'il faut qu'il y ait toute la palette et à la fin de la question, il y avait la question des données, la digitalisation. Ça, c'est un nouveau chantier aussi. C'est qu'on va se retrouver avec, d'ici quelques années ou quelques dizaines d'années, avec des professions qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et il faudra, non seulement on a du retard dans les formations de base sur les questions urbaines et notamment de mobilité, mais à un moment donné, il faudra intégrer les nouvelles données et les compétences dans les gens si on veut éviter que l'ensemble de nos villes et de la mobilité de nos villes soit gérée depuis le siège de Google aux États-Unis. Il faudra bien qu'on forme une vraie armée d'ingénieurs capables de comprendre ce qui se passe. Et on a quelques exemples aujourd'hui avec notamment des données de la téléphonie mobile, mais tout système de transport fournit une matière première extrêmement importante en données et il faut qu'on soit aussi capable de les comprendre et de les utiliser. Et ça, c'est, je dirais, sur la digitalisation, c'est un des éléments sur lesquels on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est les professions du futur. Donc, vous voyez que finalement, le menu est copieux parce qu'il y a besoin urgent aujourd'hui d'ingénieurs et en même temps, il y a un besoin urgent d'imaginer ce que sera la mobilité de demain, même si on va continuer à marcher et sans doute à rouler avec des voitures. Donc la mobilité de demain, elle sera sans doute dans les méthodes et dans les données à disposition pour gérer cette mobilité, plus que la mobilité elle-même. Je pense qu'on a encore quelques belles années devant avec des voitures, des bus, des trains, des métros et surtout des vélos et surtout pour les villes africaines quand même, parce que la majorité des gens se déplacent à pied. Donc ça, c'est aussi un des éléments qui devrait être mis sur le devant de la scène, c'est la compréhension de ces mobilités pour le plus grand nombre. Et aujourd'hui, dans la plupart des villes africaines, ça se déroule à pied. Donc on doit commencer à intégrer tout ça et on doit prendre aussi un peu d'avance ou disons limiter notre retard sur les futures professions. Et donc ça veut dire que le chantier est relativement colossal, mais on commence. Donc là, c'est
il y a un premier cours, il y a d'autres cours qui ont été donnés. Ça permet aussi de débattre, ça permet d'en parler. Le fait même qu'on soit aujourd'hui en train de discuter de ce genre de choses, c'est autant de pas qu'on fait dans la direction d'une structuration de ce domaine de la formation autour des mobilités urbaines. Merci Jérôme. Alors, sur ce sujet, sur la diversité des besoins de formation, on a quelques questions, commentaires sur Facebook. Monsieur Abenin qui signale que il n'y a pas que les formations de type ingénieur ou technicien, mais il y a aussi tout le secteur financier. Et bien sûr. Dédié au financement de projets. Alors ça, c'est traité dans le MOOC, c'est la séquence 4, avec notamment des experts de l'Agence française de développement. Monsieur Daniel qui signale qu'il y a aussi l'approche dans le domaine des énergies qui est assez cruciale et des évolutions dans ce domaine. Alors c'est vrai que dans ce MOOC, on n'aborde pas directement le sujet. Il est traité parfois dans d'autres MOOC comme celui de l'AFD de l'ADEME sur la transition énergétique. C'est aussi un sujet que Codatu approfondira très bientôt dans le cadre d'un sous-groupe de travail de Bus pour l'Afrique qui s'appelle Bus Propre, où on étudie les différentes motorisations qui sont envisageables pour les bus en Afrique dans le futur. Donc il y a des choses à venir là-dessus, mais effectivement, le MOOC n'épuise pas non plus tous les sujets. Alors j'ai envie de vous poser une question qui vient un peu de mon expérience de terrain, qui est la suivante. C'est que, il ne faut pas l'oublier, il ne suffit pas de former des jeunes spécialistes, mais comment faire pour qu'ensuite ils arrivent sur les postes où ils pourront mettre en pratique leur talent. Bien souvent, il y a des recrutements qui sont très complexes, des postes qui sont très bloqués. Donc, quelles sont les disciplines et les filières de recrutement pour les futurs cadres de la mobilité urbaine en Afrique? Michel Tindano a déjà une expérience importante avec ce que sont devenus les diplômés du master de Lomé, mais ça serait intéressant d'avoir vos points de vue à tous les deux sur cette question. Donc, comment faire pour que les gens qui sont formés arrivent aux bons endroits? C'est une réponse extrêmement difficile à donner parce que je pense que la première chose là derrière, c'est qu'il faut en former suffisamment parce que en gros, vous avez des gens qui vont disparaître totalement. Et puis, c'est aussi une revendication d'un certain nombre de professions d'être suffisamment large pour finalement finir ensuite dans d'autres domaines. J'ai un ami qui a fait les mathématiques et qui a travaillé dans la planification des grandes entreprises. Donc, voilà. Et donc, on peut se retrouver avec des gens qui, comme moi, font l'architecture et qui dérivent ensuite sur l'urbanisme. Donc ça, il y a, je dirais, au quotidien, on voit ce genre de choses. Alors, bien sûr, si on forme 2 spécialistes de la mobilité et que ces 2 sont pris, et plus ils sont bons, plus ils vont être aspirés sans doute ailleurs, eh bien, c'est compliqué. Donc, on doit former véritablement suffisamment de personnes pour que certaines tombent bien. Et puis après, il faut aussi que de l'autre côté, du côté de l'employeur, on joue ce jeu-là et que on aille chercher les gens qu'on a formés. Et ça, c'est pas si évident que ça. Il y a des employeurs. Je me souviens, il y a des employeurs dans le domaine de l'urbanisme qui se plaignaient que personne n'était formé. Et le jour où on a formé des urbanistes, ils ne sont pas venus chercher cela parce que pour X autres raisons. Mais donc, il faut à un moment donné qu'on arrive à connecter finalement celui qui va se former de celui qui est l'employeur. Mais si vous en formez trop peu, forcément, ils disparaissent. Ou de toute façon, même si ils vont dans les bons domaines et au bon endroit dans les bons ministères, ils seront trop peu nombreux pour que ça crée, je dirais, un changement de manière de penser, de manière de faire. Alors Michel, avec ta casquette de secrétaire général du ministère des Transports au Togo, mais aussi ton expérience à l'EAMO, quel est ton point de vue là-dessus? On a souvent l'habitude de dire qu'il y a du travail sur les métiers de la mobilité, du transport sur les 30 prochaines années. Je pense qu'on ne se trompe pas beaucoup en disant cela. Cependant, une fois qu'on est sorti de formation, vous savez, on dit souvent que le diplôme ne fait pas le médecin, c'est la pratique. Il faut nécessairement aller sur le terrain. Il y a des institutions étatiques. L'État
emploie les étudiants et personnes formées sur les matières de la mobilité du transport, mais le problème avec nos États, c'est qu'il faut attendre un concours général ou un concours sectoriel. Mais dans la plupart des cas, comme ce ne sont pas des formations qui sont structurellement disponibles dans les universités, il faut des instituts, des centres de formation, etc. Au sorti, vous n'avez pas beaucoup de formés. De ce fait, alors que le besoin au niveau de l'État est important. Donc quand l'État lance des concours, l'État recrute normalement, quand les choses se passent bien, les personnes qui sont formées, mais malheureusement, il ne faut pas sortir cette année et que le dernier concours ait eu lieu l'année passée, au risque d'attendre 5 ans le prochain concours, vous avez tout oublié. Maintenant, nous avons ensuite les collectivités locales. Les collectivités locales qui sont très demandeurs, mais sur lesquelles parfois ce sont des affinités qui comptent, puisque c'est le maire ou bien l'élu qui a la main, où vous avez un responsable de service qui s'y connaît et qui a besoin de personnes vraiment bien formées, compétentes. Et puis nous avons les structures privées et puis le monde associatif. Les structures privées, comme je l'avais dit tantôt, ce sont des structures qui ont fonctionné dans l'artisanat et qui n'avaient pas besoin forcément de changer de paradigme. On a toujours fait comme ça avant de s'enrichir. On sait au pifomètre qu'il y a une forte demande sur tel jour, etc., etc. Mais les choses commencent par changer et eux aussi, à cause de la réglementation, parce que la réglementation change dans nos pays. Il faut avoir l'agrément transport, il faut avoir effectué une formation en transport pour avoir l'agrément, etc., etc. La Covid, quand on a commencé par demander des statistiques en matière de transport, mais bien que sur des flux origine-destination, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup de données. Dans l'artisanat, on prend déjà, mais aucun registre pour noter combien de passagers ont quitté tel endroit pour tel endroit. Pourtant, ça se passait dans des gares routières connues. Là, on s'est rendu compte qu'il faut former, il faut changer de palier. Donc, comment faire en sorte que tout ce beau monde et le monde associatif viennent puiser dans le creuset des gens formés? Je pense que au niveau des formateurs, chaque fois qu'il y a des remises de diplômes, des cérémonies de délivrance de diplômes, il faut quand même, en amont de tout ce qui suit, ou bien je dirais plutôt en aval de tout ce qui suit, parce que quand il faut partir sur le terrain de stage pour rédiger son mémoire, il faut que nous ayons des carnets d'adresses pour ventiler des étudiants dans toutes ces structures étatiques, collectivités, privées. Mais quand on délivre des diplômes, il faut quand même qu'on les intéresse, qu'ils viennent, pas pour participer à l'acte de remise du diplôme aux impétrants, mais comme on le fait si bien à l'EAMO, présenter rapidement ce sur quoi l'étudiant a travaillé avec, comme on le fait bien dans le master transport, des fiches et des autocollants qui montrent ce sur quoi la personne a travaillé pour leur démontrer un peu et leur faire voir dans le concret ce que ces jeunes peuvent leur apporter. Voilà un peu ce à quoi mes pensées vont quand on parle de formation, adéquation entre l'employabilité et les étudiants ou bien les gens conformes dans le domaine du transport. Merci Michel. J'ai une question un peu osée pour vous deux. À Codatu, on a un partenaire historique qui est le GART, qui est une association qui regroupe toutes les autorités qui organisent les transports en France. Ce sont vraiment des partenaires importants de Codatu. Et le GART nous a indiqué récemment que c'était fabuleux d'avoir pu faire ce MOOC pour les décideurs africains de la mobilité, en nous disant il faudrait qu'on fasse la même chose pour les élus locaux en France. Mais en gros, on n'arrivera pas à le faire. Et pourtant, il faudrait former ces élus locaux aux thématiques de la mobilité urbaine. Alors, à votre avis, est-ce que en Afrique, les élus locaux, évidemment quand il y en a, ne devraient pas aussi bénéficier en début de mandat de formation sur ces questions qui peuvent être particulièrement complexes? Quel est votre avis là-dessus? Peut-être Jérôme en premier. Oui, alors moi
j'abonde dans ce sens-là. Je pense que c'est pas parce qu'on est élu qu'on sait tout, bien au contraire. C'est le rôle justement de l'élu qui ne devrait pas être spécialiste et qui va apprendre. Alors plus l'élu apprend rapidement, mieux c'est forcément. C'est une chose qu'on a du mal à... En principe, on n'en parle jamais, mais il y a un vrai besoin effectivement de formation des élus. On n'en parle jamais parce qu'une fois qu'ils sont élus, c'est qu'on a décidé qu'ils étaient choisis, on leur a donné nos suffrages, mais finalement, il n'y a pas de raison qu'ils ne se forment pas. Effectivement, et je pense que le MOOC est un bon format pour ça parce que ça permet aux gens de faire ça à leur rythme, depuis chez eux aussi. C'est clair que en fonction des agendas, c'est toujours difficile de retourner à des cours en présentiel. Et c'est le grand avantage du MOOC, c'est qu'on arrive à toucher un grand nombre de personnes, des personnes qui peuvent être très différentes, mais qui ont un intérêt commun et qui peuvent faire ça à leur rythme chez eux. Et ça, c'est extrêmement bien. Et plus vous montez dans la hiérarchie administrative, plus l'agenda se réduit et plus il faut trouver des moyens de pouvoir se former parce que quel que soit le poste qu'on a, si on arrête de se former à un moment donné, ça va poser des problèmes qui se voient rapidement. Donc moi j'encourage et c'est la même chose pour moi, hein, j'essaie au quotidien de continuer à apprendre, à me former et on voit qu'effectivement le format MOOC tel que Kodatul le propose et que d'autres le proposent est extrêmement bien pour justement aussi les gens qui travaillent et qui ont peu de temps et ça permet certains se connectent à 7h le matin avant d'aller au travail, quelques 30 minutes, 40 minutes, ils font les exercices, ils font les quiz, ils suivent les vidéos et puis ensuite ils vont travailler ou ils font ça tard le soir, mais ça permet comme ça de continuer à apprendre. Et que ce soit les élus ou d'autres, je pense qu'il y a un besoin généralisé d'apprendre et de continuer à apprendre. Et si on veut répondre sur les élus eux-mêmes, effectivement, après, il y a aussi d'autres MOOC que les élus devraient suivre parce que forcément, il n'y a pas que des questions de mobilité quand on est un élu dans une ville africaine. Alors, Jérôme, comme tu as la parole, je voudrais passer des élus aux universitaires. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, les universitaires semblent peu investis sur ces questions de mobilité urbaine? Est-ce que tu es d'accord avec ce constat et pourquoi? Je suis d'accord. Je dirais que quand même, malgré tout, la ville, et le collègue l'a dit avant, après les indépendances, on a formé des cadres de l'administration, on a formé des médecins, mais bon, c'était il y a 50 ans maintenant, donc on aurait dû réfléchir un petit peu plus rapidement à ces questions urbaines. Donc, je pense que globalement, l'urbanisme est le parent pauvre et qu'on a du mal à sortir des disciplines classiques. Et je pense qu'il faudra... on est parti aussi beaucoup dans les universités africaines sur les questions plutôt sciences sociales et sciences humaines, qui sont une partie. Hein. On peut bien sûr étudier la mobilité dans son aspect sociologique, mais il faut aussi qu'on étudie la mobilité dans ce qu'elle a de plus hardware et d'infrastructure. Donc on a besoin, et de nouveau, c'est le message que j'essaie de faire passer depuis le début, c'est qu'on a besoin de cette diversité, mais on a des universités qui, pour X raisons historiques, sont parties plutôt sur des grandes facultés de sciences humaines et sociales plutôt que de former des ingénieurs dont on a peut-être un peu plus besoin aujourd'hui. Et donc, voilà, mais moi j'ai le sentiment que ça change un petit peu. La lourdeur, c'est de pouvoir définir véritablement un champ disciplinaire. Et pour moi, on ne doit pas aller glaner sur des disciplines existantes en essayant de coller un peu de mobilité. On doit, sur les questions de génie urbain, comme c'était traditionnellement le cas, on appellerait ça aujourd'hui le Urban System Engineering. Je pense que là, avec des filières entières d'ingénieurs urbains sont nécessaires. Et puis donc, pour moi, la mobilité trouve forcément, l'ingénieur en mobilité trouve forcément sa voie là. Je ne suis pas de ceux qui aiment... Alors, bien sûr, c'est toujours mieux que rien, mais le bien est l'ennemi
le mieux est l'ennemi du bien, c'est que on va glaner comme ça un petit peu de mobilité ici, un petit peu de mobilité là. Je pense que là, on a un urgent besoin de créer des filières entières d'ingénieurs ou de techniciens qui sont dévolus à ces questions de la mobilité, parce que ça va exploser totalement dans les prochaines années. Merci Jérôme. Alors je propose qu'on traite les dernières questions qui ont été posées, et puis après Jérôme et Michel, vous pourrez réagir dessus avant que je fasse une petite conclusion. Alors on a Madame Milano qui nous signale qu'il y a en Afrique une richesse de typologie de transport. Je pense qu'elle parle surtout du ce que nous à Côte d'Azur on appelle le transport artisanal, dit parfois transport informel. Donc est-ce que cette créativité n'est pas à valoriser pour penser les villes de demain, au nord comme au sud? Et est-ce qu'on aborde ce sujet dans le MOOC, c'est-à-dire les innovations en quelque sorte dans ces pays? Alors je dirais que en première réponse, mais Michel et Jérôme éventuellement apporteront d'autres éclairages, mais on aborde bien ces questions dans le MOOC sur le transport artisanal. Il y a une publication d'ailleurs Codatu spécifique là-dessus, et on est en train de préparer une sorte de capitalisation au niveau international sur tout ce qu'on appelle la professionnalisation du transport artisanal. Alors, il y a la question de... Je cite toutes les questions, et puis après, Michel et Jérôme, vous apporterez vos analyses. La question de M. Contini, l'évolution des mobilités dans le cadre des Smart Cities sera-t-il évoquée aussi? Alors, on ne va pas parler spécifiquement des Smart Cities, par contre, on a toute une partie dans le MOOC sur l'utilisation des outils numériques. Une question de M. Savadogo, concernant les diplômés, et je pense ce qu'il veut dire c'est leur difficulté à accéder aux emplois, et sa question c'est pourquoi est-ce que les privés ne s'intéressent pas à la mise en place des bureaux d'études transport et mobilité, aux associations de ce type. Alors là je voudrais citer quand même un exemple intéressant, c'est 4 anciens diplômés du master mobilité de l'EAMO qui ont fondé au Cameroun leur bureau d'études qui s'appelle M-Urbis, et d'ailleurs qui travaille activement sur un certain nombre de programmes aussi dans lesquels Côte d'Azur est impliqué, comme Mobilize Your City, les plans de mobilité urbaine de Douala et de Yaoundé. Mais c'est une initiative qui mériterait sans doute d'être mieux connue et diffusée. Et puis enfin un commentaire de M. Daniel sur les données, qui dit que les données sont très nécessaires pour créer des politiques publiques correctes. Les gouvernements et les universités doivent utiliser les nouvelles technologies, les big data, pour générer ces données. Et on en parle un peu dans la partie numérique du MOOC. Alors, Michel et Jérôme, est-ce que vous avez des éclairages à apporter sur telle ou telle de ces remarques et questions, avant que je conclue? Peut-être, ouais. Michel, allez-y. Oui, bon, pour les données, c'est bien, il faut les collecter, mais il faut savoir les collecter d'abord avant de les traiter. C'est ce qu'on apprend traditionnellement dans des formations transport, c'est essentiel. Et puis par rapport aux autres questions, bon, le transport artisanal existant, oui, bien entendu, il est étudié et on essaie de l'améliorer parce que de toutes les façons, on se rend bien compte dans nos villes et même en milieu rural que le transport structuré n'assure qu'un pourcentage faible par rapport à la totalité, à la globalité des déplacements à l'échelle de n'importe quel territoire, et que ce sont ces formes de transport artisanal qui sont toujours majoritairement utilisées pour se déplacer dans nos villes et milieux ruraux. Donc, c'est souvent étudié, les taxis-motos, les traversées de plans d'eau avec des pirogues, mais attention, quand on l'étudie, on essaie de réduire les inégalités, les externalités négatives, notamment en termes de sécurité, etc., pour améliorer quand même les choses. Il y avait une question par rapport aux élus. Je reviens là-dessus rapidement pour dire que ce serait vraiment fondamental que de les regrouper et de leur donner une image de tout ce qu'il faudrait faire au niveau de la gestion de leur territoire, avec des exemples précis, que l'élu, quand on lui montre le nombre d'accidents qu'il a sur son périmètre communal, comment est-ce que le coût que représente le transport pour les habitants de sa commune dans leur accessibilité au bassin d'emploi, et
on lui propose, on lui fait une photographie rapide des solutions qui existent, on ne le transforme pas en expert des transports en une conférence, mais il a une vision et il sait que ce qui se fait actuellement avant qu'il n'arrive, avant qu'il ne soit élu, parce qu'il y a toujours une forme de transport qui existe sur un territoire donné, avant qu'un élu ne prenne en charge la responsabilité de sa tâche. On peut l'innover, on peut faire mieux. Voilà un peu ce que je peux dire. Les étudiants qui sortent ou ceux qui sont formés, qui ne trouvent pas du travail. Ouais. Et puis juste en haut à droite, je pense qu'il y a à s'inscrire. Tu peux créer bien entendu leur bureau d'études. Mais c'est très bien payé. Il y a de plus en plus d'études, des collectivités, etc. sur. Non, je pense qu'il faut s'inscrire d'abord. Je pense qu'ils vont faire ça. Et les candidatures sont recherchées parce que pour ce qu'on observe, c'est-à-dire que pour les grandes études sur la mobilité, ce sont les grands bureaux d'études extérieurs qui raflent tous les marchés. Alors que de plus en plus, on voudrait que les nationaux prennent aussi est-ce que tu m'as communiqué ces marchés-là. Donc il faut que les jeunes qui ne trouvent pas puissent se regrouper et fonder des bureaux d'études et travailler dans ces bureaux d'études-là. Mais le drame, c'est que tout le monde veut être patron de son bureau d'études. Il est seul, alors que nous l'avons bien constaté, on a besoin de tout le monde, de toutes les spécialités. Comme le disaient nos anciens, nos aïeux, un seul bras ne fait pas le tour du baobab. Donc, ils n'ont qu'à se regrouper. Maintenant, les universitaires africains, oui, il faut longtemps. Quand vous formez quand c'est boosté, médecine, je ne pense pas. Vous avez des stages infirmiers même pour devenir médecin. Vous devez savoir faire des pansements, des points de suture, etc. Mais à l'époque, en matière de transport, où est-ce que vous allez faire vos stages pratiques en entreprise? Mais aujourd'hui, les choses commencent par changer. Et il vous faut un répondant maître de stage là-bas. Je finis rapidement le direct là. Alors que le terrain était complètement vierge auparavant. Aujourd'hui, les choses commencent à changer. Et dans nos universités, centres de formation, à l'université, on voit bien qu'il y a la passerelle, il y a l'articulation, monde professionnel, monde académique. Voilà, ramasser un peu, Jean-Jacques, mon mot de fin. Merci beaucoup, Michel. Et je crois que ça sera une des synthèses de cette session, c'est qu'il faudra un certain nombre de bras pour faire le tour du baobab, mais on y arrivera. Alors, Jérôme, est-ce que tu as des réactions sur ces questions? Non, je pense qu'il y avait plusieurs questions. Je suis très attaché au transport artisanal, effectivement, et de trouver des solutions qui sont potentiellement là. Je veux dire, quand on a un certain nombre d'inventions au nord en transport, on se rend compte que quelque part, on avait déjà dans les villes africaines ces structurations-là. Et donc, moi, je pense que ça existe et on doit travailler avec l'existant, mais pour travailler avec l'existant, il faut qu'on comprenne comment l'existant fonctionne. Et peut-être, ça c'est mes propres dadas, mais j'ai l'impression souvent qu'on essaie de faire rentrer dans des modèles et il faut absolument gérer de telle manière Dakar parce qu'on a vu qu'ailleurs ça fonctionne. Peut-être, mais c'est pas sûr. Et moi, je pense que, en tout cas, il faut qu'on reparte de l'usager de la ville. Cet usager, il est unique. Alors, il a des comportements qui sont similaires à Dakar, à Djibouti et à Lusaka, et il a des comportements qui sont partiellement pas les mêmes. Donc, on doit reconstruire ça. Et moi, je suis très attaché au développement des systèmes de mobilité qui repartent, qui se centrent sur l'individu et donc sur l'usager. Pour ça, il faut aussi promouvoir non pas seulement la formation, mais constamment la recherche. Et j'aimais bien l'idée de mon collègue tout à l'heure qui disait que les médecins se forment aussi dans des stages d'infirmiers. Et ça, c'est fondamental. Donc, il faut qu'on ait aujourd'hui des gens qui soient formés véritablement à la compréhension des mécanismes de la mobilité et à la compréhension de ces différents usages. Et ça passe dans les villes africaines, non pas par l'éradication des transports artisanaux, mais au contraire par finalement voir
qu'est-ce qu'on peut en tirer et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne un peu mieux. Quand on dit que ça fonctionne un peu mieux, c'est qu'on a des questions environnementales notamment qui sont liées à ça, on a des questions sociales liées à ça, et donc c'est ça qu'on doit augmenter. Le système lui-même, souvent le système artisanal fonctionne par lui-même et est assez efficace et cohérent, mais il doit s'intégrer bien sûr dans un contexte plus global et on doit travailler avec ça. Et je pense que pour moi, sur ces questions-là, on doit commencer à reprendre au sérieux tous ces transports artisanaux et c'est peut-être ça la Smart City africaine de demain, c'est une ville qui pourrait se baser sur l'existant et le faire progresser plutôt que de vouloir changer des choses qu'on a du mal à changer depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans. Quand on n'arrive pas en 40 ans, 50 ans ou en un siècle à changer quelque chose, peut-être il faut changer l'idée qu'on a et de la chose. Et je prends toujours le même exemple, mais on a la question des quartiers précaires, donc tout le monde est d'accord qu'il faut à un moment donné faire quelque chose avec tous ces quartiers précaires, mais il ne faut pas les voir comme l'exception à la règle, mais comme la règle elle-même, puisque dans certaines villes, on a 60, 70, 80, 90% de l'habitat qui est de l'habitat irrégulier. C'est la même chose avec les transports, c'est que on doit remettre à plat et certaines fois il faut mettre des grands bus, certaines fois il faut mettre des petits bus, certaines fois il faut faire la promotion de la marche à pied et rendre fluide cette marche à pied, d'autres fois il faut mettre ça dans un contexte plus global et pour moi c'est ça l'utilité d'un cours comme celui-là, c'est qu'on arrive comme ça à véritablement comprendre les enjeux qu'il y a derrière cette mobilité. Alors avec un seul cours on va pas tout résoudre, mais au moins ça ouvre les possibles et j'espère que il y aura la suite de ces cours avec Codatu et d'autres partenaires parce que c'est fondamental justement de pouvoir commencer à réouvrir ce débat ou à ouvrir ce débat parce qu'il n'est pas ouvert partout et à commencer à comprendre quels sont finalement les leviers de changement et c'est ça qu'aujourd'hui on doit mettre en avant tous ensemble. Merci Jérôme, merci beaucoup. Alors sur le transport artisanal, je voulais signaler que les bailleurs aussi internationaux ont beaucoup évolué ces derniers temps et commencent à mettre dans leur stratégie mobilité urbaine le soutien, la professionnalisation au secteur du transport artisanal. Codatu est en train de travailler sur 2 projets pilotes sur le transport artisanal, les taxis-motos à Douala, les minibus à Antananarivo. Donc on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres circonstances. En conclusion rapide, je crois que Michel et Jérôme ont très bien résumé l'importance des ressources humaines pour la réussite des projets de mobilité urbaine. On a l'habitude de dire à Codatu que pour qu'un projet de transport urbain fonctionne, il faut un champion technique et un champion politique. Il faut les deux en même temps. Il n'y a pas toujours les deux exactement au même moment et c'est parfois ça qui complexifie tout. On peut peut-être pour l'instant conclure comme ça. Je voulais rappeler la deadline pour s'inscrire au MOOC qui est le 27 septembre. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez quelques jours. Indiquer que chaque semaine dans ce MOOC, il y aura un webinaire qui vous permettra d'avoir une certaine interaction avec les responsables pédagogiques, le même type de webinaire que ce qu'on vient de faire. Donc c'est à partir de la semaine prochaine que ça commence, ces séminaires chaque semaine. Vous dire aussi que donc il y aura une conférence Codatu très importante à Dakar du 13 au 15 septembre 2021 avec des sessions consacrées aux formations dans nos domaines en Afrique et avec beaucoup des anciens étudiants, des masters de Codatu et aussi du MOOC. On espère que tous ceux qui vont suivre ce MOOC pourront nous rejoindre à Dakar. Enfin, je voudrais remercier beaucoup nos intervenants du jour, Jérôme Chenal et Michel Tindano, qui à la dernière minute a pu se dégager pour participer à cette session. Donc, merci beaucoup à vous. À bientôt à tous ceux qui se sont inscrits au MOOC ou qui vont bientôt le faire. Et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.